Action humanitaire et solidarité nationale chargée des personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables, Madame Essambo Diata Irène. Vice-ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Monsieur Molipe Mondando Jean-Claude. C'est Monsieur Molipe Mandongo Jean-Claude. Ministre des Affaires, vice-ministre des Affaires étrangères, Monsieur Adubango Awoto Sami. Vice-ministre de la Justice, Monsieur Bayoubazire Mirindi Amato. Vice-ministre du Plan, Monsieur Mbadou Panzou Crispa. Vice-ministre du Budget, Monsieur Bokumwana Maposo Élysée. Vice-ministre de la Défense nationale, Madame Kilubu Kutuna Séraphine. Vice-ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique, Madame Namazia Bazego Aminata. Vice-ministre de la Santé publique et Prévention, Madame Kilumba Nkulu Véronica. Vice-ministre des Finances, Madame Onyege Nsele Mimpa. Vice-ministre des Transports et Voies de Communication, Monsieur Ekila Likombio Marca. Vice-ministre des Mines, Monsieur Motemona Gibolum Godard. Merci. Nous vous remercions, Monsieur le Premier ministre, et vous prions de regagner votre place. Regagnez votre place, s'il vous plaît. Honorables députés, chers collègues, à ce stade, il est important de prévenir le public sur le respect des dispositions prévues aux alinéas 1 à 7 de l'article 258 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale en ce qui concerne le maintien de l'ordre dans la salle pendant la séance. Je demande à l'honorable rapporteur de nous en donner lecture. Je vous remercie pour la parole, honorable président. Dispositions pratiques sur le maintien de l'ordre pendant la tenue des séances plénières. Article 258, alinéa 1er à 7 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Ces alinéas sont libellés ainsi qu'il suit, je cite. Alinéa 1er. Il est interdit à toute personne non revêtue de la qualité de parlementaire de prendre place dans l'heure réservée aux députés.
Alinéa 2. Si nécessaire, c'est le PVI circulé. Les personnes autorisées, à savoir les personnels politiques et administratifs de l'Assemblée nationale, les assistants de députés ainsi que les membres de la presse et les photographes accrédités porteurs d'un macaron d'identification visible. Alinéa 3. Les invités aux travaux de l'Assemblée nationale ainsi que les hôtes de la Chambre s'installent derrière la partie réservée aux députés. Alinéa 4. Les publics s'installent au balcon, à concurrence des places assises disponibles. Alinéa 5. Pendant la séance publique, les personnes placées au balcon portent une tenue décente. Elles restent assises, découvertes et en silence. Alinéa 6. Aucune banderole, aucun calicot, aucun instrument de musique, aucune marque de propagande quelconque n'est admise dans la salle. Toute personne qui refuse d'obtempérer à un ordre d'expulsion sera traduite devant l'autorité aux fins des poursuites judiciaires. Alinéa 7. Sans préjudice des poursuites judiciaires, les contrevenants aux dispositions ci-dessus sera expulsé de la salle par les forces de l'ordre. Fin de citation. Je vous remercie, Monsieur le Président. Nous vous remercions, honorable rapporteur. Honorables députés, chers collègues, le moment tant attendu est arrivé. Je demande au public de rester calme et silencieux pour permettre aux honorables députés de suivre attentivement la présentation du programme du gouvernement. Monsieur le Premier ministre, je vous prie de reprendre la parole. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorables membres du Bureau, honorables députés nationaux, c'est avec humilité que je viens me présenter ce jour devant votre auguste chambre, ce grand temple de notre démocratie, afin de répondre aux devoirs de la Constitution, devoir consistant à solliciter solennellement la confiance des élus du peuple que vous êtes, appelés en ce moment historique à se prononcer souverainement sur le programme du gouvernement de la République démocratique du Congo que j'ai l'insigne honneur de diriger. Mais avant de m'atteler à cette tâche, je voudrais, avec votre permission, rendre un vibrant hommage à son Excellence, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État,
qui, dans son rôle de régulateur du bon fonctionnement des institutions, a décidé de placer notre pays sur la voie d'un changement courageux de cap et de direction, à la suite des nombreux blocages d'ordre politique et institutionnel intervenus au cours des 2 dernières années. En effet, face à l'exaspération de nos compatriotes et au désarroi résultant de cette situation, le président de la République n'a eu d'autre choix que celui de crever l'abcès et d'offrir au pays des nouvelles perspectives. Les mêmes hommages, je voudrais les rendre aussi à vous, honorables députés et élus légitimes de notre peuple, vous qui avez, dans un élan patriotique exceptionnel, avec courage et détermination, permis aux Congolaises et Congolais du pays et de la diaspora de pouvoir de nouveau regarder l'avenir avec espérance et sérénité. La requalification de la majorité parlementaire au sein de nos 2 chambres législatives marquera de manière indélébile les pages maîtresses des annales parlementaires de notre pays et enrichira indiscutablement les manuels de sciences politiques, ici comme ailleurs et dans le monde entier. Ainsi, vous avez donné à notre peuple l'espoir de vivre une nouvelle ère et le droit de prétendre à un changement radical dans un élan de cohésion et d'unité nationale. Nul n'ignore cependant qu'au moment où nous sommes ici rassemblés, beaucoup de nos compatriotes tombent sur le coup de la barbarie et du terrorisme, notamment dans les parties est et nord-est de notre pays. D'autres encore ont été fauchés par diverses calamités, mais aussi par la pandémie à Covid-19. Avant d'entrer dans le vif de mon propos, je voudrais solliciter de vous, honorable Président, et avec l'autorisation de l'Assemblée plénière, 1 minute de silence en leur mémoire. Je vous remercie. Notre pays est à la croisée des chemins. Il fait face à des défis existentiels colossaux qui nous placent devant l'obligation de lever des options audacieuses et mûrement réfléchies. Ces défis, vous ne les ignorez pas, car plus que quiconque, c'est vous qui détenez le tableau complet de leur étendue réelle. J'aurai l'occasion, à travers les lignes qui suivent, d'en faire un bref état des lieux lorsque j'aborderai la situation secteur par secteur. Honorables députés nationaux, les Congolais sont lassés par nos discours et nos bonnes intentions. Ils exigent désormais de leurs gouvernants des actes concrets avec impact direct dans leur vie de tous les jours. Notre devoir est dès lors
celui de nous hisser à la hauteur de leurs nombreuses attentes, mieux exprimées lors des consultations menées par le chef de l'État et qui constituent dorénavant les défis auxquels notre gouvernement doit s'attaquer. Le temps n'est-il pas arrivé, honorables députés, pour que nous puissions enfin créer une véritable union sacrée de la nation pour plus de prospérité, plus de solidarité, plus de sécurité, plus d'emploi, plus de justice et pour une meilleure gestion économique par la bonne gouvernance. Nos compatriotes ne demandent pas mieux que de vivre dans la paix et la sécurité, de travailler dans la dignité, de faire étudier leurs enfants, de les nourrir, de les soigner et de préparer leur avenir dans la sérénité. Ce gouvernement n'a qu'une seule ambition, celle de concrétiser la volonté que vous avez exprimée de placer le pays sur l'orbite du progrès et de la prospérité. Il s'agit de faire triompher le droit sur l'arbitraire, la prospérité sur la misère, sur l'égoïsme. Honorables membres du bureau, honorables députés, fort de cette assignation, le gouvernement que le président de la République m'a chargé de diriger vient soumettre à votre souveraine appréciation son programme d'action devant s'appliquer pour le reste de la législature en cours. À l'instar du précédent, ce programme, honorables députés, s'articule autour de 15 piliers, regroupés en 4 grands secteurs d'activité, dont la mise en œuvre devra mener à la construction d'un État fort, un État prospère et un État solidaire. Il se décline comme suit. Premier secteur, politique, justice, administration publique, défense et sécurité. Ce secteur comprend 4 piliers de l'action gouvernementale. Pilier 1, pacification du pays et promotion de la réconciliation, de la cohésion nationale et de l'unité nationale. Pilier 2, renforcement de l'autorité de l'État et promotion de l'État de droit ainsi que de la démocratie. Pilier 3, participation au leadership, à la consolidation de la paix, à la stabilité et au développement de l'Afrique. Redynamisation de la diplomatie et réhabilitation de l'image de marque du pays. Pilier 4, lutte contre la corruption et les crimes économiques. Le deuxième secteur, visant l'économie et les finances, aligne 3 piliers. Pilier 5, amélioration de la gouvernance dans la gestion des ressources naturelles, des entreprises du portefeuille et des finances de l'État. Pilier 6, amélioration du climat des affaires et promotion de l'entrepreneuriat ainsi que de la classe moyenne. Pilier 7, diversification de l'économie et création des conditions d'une croissance inclusive. Le troisième secteur est celui de la reconstruction du pays. Il cible également 3 piliers de l'action gouvernementale. Pilier 8, modernisation des infrastructures de base et aménagement du territoire national. Pilier 9, promotion et développement des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Pilier 10, lutte contre le changement climatique et création des conditions d'un développement durable. Quant au secteur social, le 4e et le dernier,
Il brasse les 5 derniers piliers ci-après. Pilier 11, amélioration des conditions sociales, logement, santé, éducation et emploi. Pilier 12, développement du secteur de l'eau et de l'électricité. Pilier 13, lutte contre la pauvreté et la marginalisation sociale. Pilier 14, autonomisation de la femme et promotion de la jeunesse. Et enfin, pilier 15, promotion de la culture, des arts, du sport et des centres de loisirs. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorables membres du bureau, honorables députés nationaux, la première ambition de mon gouvernement est de construire un État fort. En effet, la pacification à l'est du pays, en particulier à Beni, à Butembo, en Ituri et dans le nord Katanga, est une urgence nationale. Le gouvernement entend mobiliser tous les moyens requis pour éradiquer tous les groupes armés et mettre fin à cette crise sécuritaire sous l'impulsion du président de la République, commandant suprême des forces armées. Dans cette optique, aucune option ne sera exclue, y compris celle de la proclamation par le chef de l'État de l'état d'urgence sécuritaire dans toutes les zones en proie à des violences et aux conflits armés. Avec comme conséquence notamment le remplacement de l'administration civile par l'administration militaire dans les dites zones. Ces mesures s'imposent au vu de la gravité de la situation et de la persistance du cycle infernal de la violence dont nos populations sont victimes depuis plus de 20 ans. Parallèlement à ces mesures, il s'avérera nécessaire de poursuivre les efforts de réconciliation et cohésion nationale en cours par l'organisation des barzas communautaires et intercommunautaires, ainsi que d'une justice traditionnelle efficace. Dans le même élan de la résolution de la crise sécuritaire dans l'est du pays et en vue de contribuer à la consolidation de la paix dans les Grands Lacs, le gouvernement entend continuer à respecter et à s'assurer du respect par les autres États des engagements pris dans le cadre du pacte international sur la paix, la sécurité, la stabilité et le développement dans la région des Grands Lacs. Concomitamment à cette action de pacification, mon gouvernement poursuivra sans désemparer les réformes du secteur de sécurité en cours. Ainsi que vous le savez, ces réformes touchent aussi bien l'armée que la police et les services de sécurité. Il s'agira concrètement ici, d'ici à la fin du présent quinquennat, de créer dans l'armée et dans la police des unités d'élite bien formées et bien équipées, capables de se projeter victorieusement dans les zones de guerre et de conflit. Cela passera notamment par le recyclage et la réorganisation des unités existantes, ainsi que par l'organisation des cycles de formation spéciale et spécifique pour les nouvelles unités. Le gouvernement s'emploiera, en effet, à doter les forces armées de la police nationale et des services de renseignement de tous les équipements et moyens d'action appropriés. Il va sans dire que dans cette recherche de la montée en puissance de nos forces,
le gouvernement renforcera tous les mécanismes internes et externes de l'armée, de la police et des services de sécurité afin de renforcer la discipline et la sanction. C'est ici le lieu de saluer le courage et l'abnégation de nos forces de sécurité qui défendent avec bravoure l'étendard de notre nation au prix de leur vie. Votre gouvernement veillera à réserver à ces héros de la nation une reconnaissance méritée et un traitement à la hauteur de l'énorme sacrifice consenti pour préserver de notre pays et la vie de nos concitoyens. Par ailleurs, dans le but de motiver davantage nos militaires et nos policiers, le gouvernement s'efforcera d'améliorer progressivement leurs conditions de vie. Honorables députés, dans le même axe de la réforme du secteur de la sécurité, il s'imposera aussi de mettre sur pied une politique de défense et de sécurité s'appuyant sur les 6 fonctions classiques et stratégiques de l'armée et de la police, à savoir connaître, prévenir, anticiper, dissuader, protéger et intervenir. Dans ce cadre, le gouvernement initiera des projets de loi de programmation militaire et policière. Nous sommes une nation forte. Nous devons avoir une armée et une police puissantes qui répondent à cette vocation. Pour le gouvernement, l'armée doit demeurer la muraille de nos frontières et la police la gardienne de nos villes et villages. Et pour être tout à fait complet dans ce pilier sécuritaire, le gouvernement annonce que le programme de désarmement, démobilisation et réinsertion, en sigle DDR, et celui de stabilisation et reconstruction des zones sortant des conflits armés, STAREC, vont être fusionnés en un seul programme dénommé désarmement, démobilisation, réinsertion communautaire et sigle. Plus de cohérence, mais aussi et surtout pour parvenir plus efficacement à une réinsertion holistique des démobilisés vers des activités économiques et d'intérêt public, loin du métier des armes, et cela à travers notamment une série de formations professionnelles. J'y veillerai personnellement. En conséquence, le gouvernement n'entend plus accepter dans aucun accord l'incorporation des rebelles au sein de l'armée ou de la police. Concernant les services de renseignement, le gouvernement poursuivra la politique initiée par le chef de l'État consistant à humaniser ces services afin de les adapter au contexte démocratique de notre pays. Dans cet élan, il s'agira de renforcer leurs capacités, notamment en matière de prévention des risques ou des crimes, ainsi que dans les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorables membres du Bureau, honorables députés nationaux, concernant la gouvernance politique du pays, autre pilier important de notre programme, le gouvernement entreprendra plusieurs actions, notamment autour des grands axes ci-après. Premièrement, assurer la promotion de l'état de droit, de la démocratie et de la bonne gouvernance. À cet égard,
le gouvernement compte beaucoup sur le pouvoir judiciaire pour garantir les droits et libertés fondamentaux, combattre l'impunité et les antivaleurs sur toutes leurs formes et restaurer l'autorité de l'État. Il sera essentiellement question de veiller à l'indépendance de la justice et au bon usage du pouvoir d'injonction du ministre de la Justice sur les magistrats du parquet. Réorganiser l'assistance judiciaire gratuite en activant le dispositif en vigueur relatif à l'accompagnement des indigents. Entamer le déploiement de la procédure pénale numérique. Revisiter la politique carcérale, notamment en ce qui concerne les conditions de détention, le traitement des infractions de faible gravité et le déploiement d'audiences foraines. Tout ceci pour garantir une justice équitable à tous les citoyens et rapprocher la justice des justiciables. Améliorer sensiblement les conditions de vie et de travail des magistrats et de l'ensemble du personnel judiciaire. Poursuivre le processus d'installation des juridictions des ordres judiciaires et administratifs dans l'ensemble du pays. Deuxièmement, le gouvernement s'emploiera à mobiliser les ressources conséquentes pour la justice, ce qui permettra la mise en place d'un programme de recrutement et de formation continue, tant des magistrats que du personnel judiciaire. Honorables députés, autant votre gouvernement s'activera à améliorer les conditions de vie et de travail des magistrats, ainsi que du personnel judiciaire, autant il se montrera intransigeant et intraitable contre le comportement abusif des acteurs de ce secteur. À cet effet, une lutte sans merci sera engagée contre la corruption, la concussion, la facilitation de la délinquance fiscale, le déni de justice, la lenteur injustifiée dans les procédures judiciaires. Il en sera de même pour ce qui est de l'atteinte aux droits fondamentaux ainsi que de toutes les autres atteintes aux droits garantis aux particuliers. Honorables députés, un autre volet important dans ce chapitre est le renforcement de l'autorité de l'État. C'est la construction d'une administration publique forte et efficace, socle sur lequel doit reposer le vrai développement de notre pays. Sous l'impulsion du président de la République, le gouvernement entend non seulement parachever le processus de la réforme de l'administration publique engagée il y a quelques années, mais aussi initier des politiques publiques innovantes appelées à améliorer les conditions de vie et de travail des fonctionnaires de l'État. Il s'agit notamment de veiller au rajeunissement de notre administration publique dans le cadre de la mise en œuvre des différents programmes, dont ceux du programme de réforme et de rajeunissement de l'administration publique PRAP, de l'école de l'administration ENA, des jeunes professionnels. À ce titre, votre gouvernement s'engage d'abord à améliorer les conditions de vie et de travail des agents et fonctionnaires de l'État pour réhabiliter, puis à réhabiliter, à reconstruire et à équiper des bâtiments publics dans toutes les provinces, y compris dans les territoires, secteurs et chefferies. D'autres actions consisteront notamment à la facilitation de l'organisation des élections syndicales à tous les niveaux de l'administration publique, dépolitiser effectivement
l'administration des territoires, promouvoir l'administration des non-originaires et organiser des concours de recrutement, notamment des administrateurs. Dans le même axe, le gouvernement poursuivra le recensement des effectifs de la fonction publique avant l'application autant que possible du barème de Mboudi, et ce, après concertation avec les syndicats. À cet égard, une conférence des syndicats de la fonction publique sera convoquée afin de trouver un consensus, notamment sur la mise en application effective et progressive de ce barème. Ce sera également l'occasion pour le gouvernement de doter le pays d'une manière définitive d'une politique salariale des agents publics, respectant toutes les règles et tous les principes en la matière. La réforme du système de retraite ainsi que la mise en œuvre du régime de sécurité sociale pour les agents et fonctionnaires de l'État seront également poursuivies et finalisées. Mon gouvernement mettra un accent particulier sur le renforcement de la culture et de la pratique du suivi-évaluation à tous les niveaux des responsabilités étatiques. Dans toutes les administrations, il s'agira non seulement d'instaurer la pratique de l'envoi des lettres de mission ou des signatures des contrats de performance, mais aussi et surtout d'imposer l'obligation de rendre compte, notamment à travers des rapports des services réguliers et fréquents. Parce que nous avons parlé de l'administration locale, et comme vous le savez, notre Constitution a levé l'option de rapprocher l'administration des administrés par la décentralisation. Le processus de décentralisation entamé dans notre pays connaît dans sa mise en œuvre des entraves de divers ordres, dont principalement l'absence de volonté politique dans l'application des textes la régissant, en particulier sur la question budgétaire et financière. La faiblesse dans la mobilisation des ressources, l'absence d'activité économique créatrice de richesse, le manque d'infrastructures de base, la pauvreté ainsi que les crises politiques récurrentes entre les assemblées provinciales et les exécutifs provinciaux, pour ne citer que cela, minent le bon fonctionnement des entités décentralisées. À ce propos, la priorité du gouvernement consistera à régler les dites crises politiques qui paralysent le fonctionnement des provinces et mettent en mal la collaboration entre les gouverneurs et les assemblées provinciales. De manière transparente, le gouvernement devra s'assurer que chaque institution provinciale joue son rôle en toute responsabilité. Dans le même ordre d'idées, le gouvernement s'emploiera à apporter des solutions idoines aux questions des rétrocessions aux provinces, de la mise en place effective de la chaîne des dépenses provinciales en vue de garantir la transparence dans l'exécution de leurs édits budgétaires. Il veillera au contrôle des finances provinciales, notamment par la Cour des comptes et l'inspection générale des finances, et mettra à la disposition des exécutifs provinciaux des indicateurs de développement qui seront présentés lors de l'évaluation trimestrielle. Il veillera à ce que la politique d'endettement des exécutifs provinciaux prenne en compte la soutenabilité budgétaire. En ce qui concerne le recensement et l'identification de la population, a précisé qu'il s'agit des opérations normales et ordinaires
d'un État responsable qui vise simplement à connaître le nombre de ses habitants et à doter chaque citoyen d'une carte d'identité pour des fins de gestion et de planification. Le gouvernement en ce qui concerne le recensement et l'identification de la population, je tiens à préciser qu'il s'agit des opérations normales et ordinaires d'un État responsable qui visent simplement à connaître le nombre de ses habitants et à doter chaque citoyen d'une carte d'identité pour des fins de gestion et de planification. Le gouvernement qui travaille pour des fins de gestion et de planification. Le gouvernement qui travaille pour l'organisation et la tenue d'élections générales dans le délai constitutionnel. N'entend nullement conditionner le recensement et l'identification de la population à celle-ci, de sorte qu'elle puisse se réaliser en 2023. Concernant les élections électorales et institutionnelles, concernant les réformes électorales et institutionnelles, il est impératif que désormais nous fassions des élections un vecteur de paix, de cohésion et de progrès, plutôt qu'un motif de déchirement et un rendez-vous de la violence. Le sacrifice consenti par notre peuple pour la tenue des élections démocratiques doit trouver sa juste contrepartie dans des scrutins transparents et crédibles. C'est à ce prix que nous allons consolider notre démocratie et garantir à chaque citoyen la jouissance de son droit constitutionnel d'influencer la gestion publique à travers le choix de ses élus. Pour cela, j'aimerais rassurer la représentation nationale que dès son investiture, votre gouvernement mettra tout en œuvre pour baliser le chemin des élections à venir, que nous voulons tous transparentes et apaisées. Il constituera des provisions budgétaires annuelles pour que le financement des élections, et inscrira chaque année dans le budget de l'État des crédits nécessaires pour ce faire. Il assurera la responsabilité, la disponibilité permanente des dits crédits, de manière à ne pas compromettre financièrement l'organisation cyclique des élections dans notre pays. Il y va de la bonne marche de notre démocratie. Ensuite, s'agissant de la réforme de notre système électoral, particulièrement à travers certaines modifications de la loi électorale, de la loi organique portant organisation et fonctionnement de la CENI, et le cas échéant de quelques dispositions constitutionnelles pertinentes, le gouvernement encouragera la recherche du consensus au sein de la classe politique sur ces questions. Honorable Président, honorables députés, dans l'axe touchant aux relations extérieures, le gouvernement réaffirme l'ouverture de la République démocratique du Congo au monde et sa volonté inébranlable de coopérer avec toutes les nations éprises de démocratie, de justice et de paix. Aussi, s'engage-t-il, sous l'impulsion du Président de la République, à renforcer notre action diplomatique et à intensifier la coopération avec l'Afrique et le monde. C'est ici
le lieu de saluer le dynamisme diplomatique imprimé par le chef de l'État depuis son accession à la tête de notre pays, ainsi qu'en témoigne tant son élection à la tête de l'Union africaine que les différents ballets diplomatiques dans la capitale de la République démocratique du Congo, Kinshasa, et nous disons merci à toutes ces hautes délégations qui nous ont rendu visite. Dans cette optique, mon gouvernement s'inscrit dans la logique de redynamiser la diplomatie de notre pays, notamment par le réchauffement de nos relations avec les pays voisins et les 5 membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies. Mettre la diplomatie au service du retour de la paix dans les zones à conflit et s'en servir d'autre part pour éradiquer l'activisme sur le sol congolais des groupes armés et des forces terroristes. Combattre aussi l'exploitation illicite de nos ressources naturelles. Capitaliser la position stratégique du pays et sa présidence de l'Union africaine pour renforcer la coopération avec les partenaires bi- et multilatéraux au plan politique, économique et socio-culturel, avec un accent particulier sur la lutte contre la pandémie Covid-19. Améliorer les conditions de travail du personnel diplomatique. Pour ce qui est de la MONUSCO, le gouvernement comprend bien les frustrations d'une partie de l'opinion nationale, non satisfaite de son action sur le terrain des opérations, particulièrement à l'est du pays. Quoi qu'il en soit, avec le Conseil de sécurité, nous procéderons à l'évaluation de l'action de la MONUSCO au regard des derniers développements de la situation sécuritaire pour l'ajuster en tenant compte du retrait progressif de ces troupes en cours et de la résolution 2556. Honorable Président, honorables membres du Bureau, honorables députés, l'ambition suivante de mon gouvernement est de construire un État véritablement prospère au cœur de l'Afrique. Cela passera indubitablement par le redressement et la diversification de l'économie du pays, ainsi que la reconstruction et la construction de ses infrastructures. En dépit des efforts fournis par les différents gouvernements, les grandes crises économiques connues par notre pays depuis les années 70 et qui se sont accentuées plus tard n'ont jamais été résolues de façon profonde et durable. Le secteur productif reste toujours exigu et déficitaire par rapport à l'offre de la consommation. Le secteur commercial demeure peu compétitif par rapport à d'autres économies. Les finances publiques toujours déficitaires, tandis que le secteur des infrastructures accuse un niveau de régression et de dégradation sans précédent. Bien plus, les effets de la crise sanitaire due à la pandémie à coronavirus ont durement affecté notre tissu économique. Tout cela fait que notre économie reste l'une des plus faibles et des moins compétitives que compte le continent, en dépit de l'immensité de ses ressources. L'enjeu aujourd'hui est de faire face à la fois aux conséquences de cette pandémie et aux défis classiques qui s'imposent à notre économie. Votre gouvernement compte également miser sur le numérique, qui est l'un des secteurs qui a prospéré durant cette période de crise. Pour atteindre une croissance économique inclusive et faire de notre pays un État prospère,
Le gouvernement axera son action autour des piliers ci-après. Dans le domaine économie et finances, le gouvernement de la République s'investira à améliorer la gouvernance dans la gestion des ressources naturelles, des entreprises du portefeuille et des finances publiques. Il sera aussi question de favoriser l'amélioration du climat des affaires afin d'attirer les investissements et assurer la promotion de l'entrepreneuriat et de la classe moyenne. Il s'agira ensuite de concrétiser dans les faits l'impératif de la diversification de notre économie afin de créer les conditions d'une croissance inclusive, gage d'un progrès durable. Dans le secteur de la reconstruction du pays, les trois piliers importants restent la modernisation des infrastructures de base et l'aménagement du territoire, la promotion et le développement du numérique et de celle des nouvelles technologies de l'information et de la communication, la création des conditions d'un développement durable. Tout d'abord, à propos de la diversification de notre économie, toutes les actions à mener viseront bien sûr la redynamisation et la promotion de tous les secteurs de notre économie. Mon gouvernement mettra un accent particulier sur la revanche du sol sur le sous-sol, c'est-à-dire l'agriculture. Il ne s'agira plus de compter que sur le seul secteur minier ou pétrolier. L'agriculture doit redevenir le premier secteur pourvoyeur de richesses et d'emplois dans notre pays. Il en sera de même pour le tourisme. L'ensemble de ces secteurs devront être boostés par une politique d'industrialisation que mon gouvernement s'engage à mettre en œuvre. Pour cela, le gouvernement prévoit notamment de promouvoir le paysanat par la constitution des coopératives agricoles, de créer une véritable banque de crédit agricole pour financer le développement de ce secteur, de relancer l'agriculture vivrière industrielle et pérenne, ainsi que la pêche et l'élevage. À cet effet, le gouvernement sollicite de votre auguste Assemblée l'accélération du processus d'adoption de la proposition de loi modifiant et complétant la loi portant principes fondamentaux relatifs à l'agriculture. En outre, le plan directeur d'industrialisation, dernièrement conçu, sera appliqué pour redynamiser ce secteur. Ce plan permettra de consolider la base industrielle en favorisant une plus large transformation locale des produits agricoles, de pêche et d'élevage, de même que l'implantation des parcs agro-industriels et des zones économiques spéciales. Honorables députés, pour combattre l'exode rural et décongestionner nos villes, pour favoriser le développement de nos campagnes et inciter les cadres à y vivre, le gouvernement lance, à dater de ce jour, un plan de développement rural dénommé « À chacun un toit et un champ dans son village ». Il s'agit d'inciter les cadres congolais à se construire une maison et à acquérir un champ au village dans le respect des normes. Quant au tourisme, le gouvernement en fera l'un des leviers de la diversification de l'économie en créant, notamment à travers les partenariats publics-privés, des conditions propices à son extension et à son essor, en tant qu'industrie respectueuse de l'écosystème et de la biodiversité.
participant de manière substantielle à la création des richesses. L'autre action majeure à mener dans ce pilier par mon gouvernement consistera à la formalisation du secteur informel de notre économie. Il s'agira d'organiser, de catégoriser et de regrouper toutes les activités informelles qui se déroulent dans notre pays dans l'objectif de les intégrer dans l'économie formelle et de les protéger. En ce qui concerne le secteur minier, le gouvernement continuera à le promouvoir et à accroître sa contribution à l'économie ainsi qu'aux recettes publiques. À cet effet, il entend, dans le respect du Code et du règlement minier, mettre en œuvre un programme de certification minière en vue de valoriser et protéger les actifs miniers, de réorganiser les marchés locaux des minerais, impliquer davantage les nationaux par différentes incitations à l'investissement dans le secteur minier, à lutter contre la lutte des bradages des ressources minières et la spéculation dont elles font l'objet sur les marchés financiers internationaux au détriment de la République démocratique du Congo, de veiller à la sauvegarde des intérêts de la République démocratique du Congo dans les joint ventures, de renforcer les mesures de lutte contre l'exploitation et le trafic illicite des minerais, particulièrement à l'est du pays, de mettre en œuvre une stratégie de création d'une chaîne de valeur des produits miniers, notamment par l'installation des industries de transformation locales, de mettre en œuvre effectivement les dispositions légales en vigueur en matière de responsabilité sociale des entreprises. Par ailleurs, conformément au Code et au règlement minier, votre gouvernement veillera à l'application stricte de la taxe sur le superprofit au regard de l'embellie enregistrée sur les cours des métaux. Il s'assurera du respect du monopole de la sous-traitance au profit des nationaux dans les conditions fixées par la loi. Il appuiera la création des centres de négoce et des marchés agréés en vue de garantir la traçabilité de nos minerais. Il sécurisera les centres d'exploitation artisanale des minerais, notamment en y déployant la police des mines. Dans le même ordre d'idées, le gouvernement va promouvoir les coopératives minières, impliquer la société civile et les autorités coutumières dans la résolution des conflits miniers, opérationnaliser l'autorité de régulation et de contrôle des minéraux stratégiques, l'ARECOMS, afin de permettre le fonctionnement de l'entreprise générale de cobalt et de poursuivre la mise en place du fonds minier pour les générations futures FOMIN, conformément au code minier. Dans le secteur des hydrocarbures, le gouvernement veillera notamment à par rapport au secteur minier, dans le respect de la législation en vigueur, afin d'accroître également sa part contributive à l'économie. Pour cela, le gouvernement mènera des actions tant en amont qu'en aval du secteur, notamment en certifiant et en rendant accessibles les réserves pétrolières et gazéières du pays, en y lançant des appels d'offres utiles, en renforçant l'exploration et la production des hydrocarbures, du gaz naturel et des biocarburants en vue de réduire le déficit énergétique du pays, en augmentant les capacités de transformation du secteur grâce à la construction des raffineries adaptées, en améliorant le réseau de stockage, de transport et de distribution du pétrole
et du gaz pour un approvisionnement optimal